Donc, bienvenue tout le monde dans notre deuxième chapitre. Après avoir parcouru le VLSM, je vais essayer dans cette partie faire encore la révision rapide sur les différents sujets qui concernent le routage. Et je vais essayer un peu dans cette partie d'être bref, de me focaliser juste sur les points importants. Donc, certains points, je vais les défiler. Donc, ça, c'est un contenu de cours de genre de L3, mais pour entamer notre cours, le contenu principal la semaine prochaine, on s'est donné deux chapitres de révision. Premièrement, le chapitre 1 qui a constitué sur le VLCM et les CIDR et le deuxième chapitre sur le protocole de routage. Pour parler du protocole de routage, il faut parler d'abord d'un équipement important qui est le routeur. Okay? Le routeur, c'est l'équipement fédérateur entre deux sous-réseaux différents. Lorsque vous avez deux sous-réseaux, ça veut dire que deux adresses réseau différentes. Et ces deux adresses réseau vont faire en sorte que les machines qui vont utiliser ces adresses ne pourront communiquer que s'ils sont dans le même sous-réseau. Et s'il se retrouve que ces machines sont dans deux sous-réseaux différents, la communication n'est pas possible. Comment faire en sorte que des machines qui sont dans deux sous-réseaux différents puissent communiquer facilement? Pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle le routeur. Donc, quand vous regardez le routeur, c'est comme un ordinateur. Donc, il y a ici le power supply pour l'alimentation. Il y a des équipements, il y a différents câbles plutôt de connexion. Et vous avez quelques mémoires telles que la mémoire SIM, la mémoire ROM, la mémoire DIM. Et vous avez ici le CPI qui est le microcontrôleur, plutôt microprocesseur, bon, pour faire les calculs. Donc, la mémoire flash, la mémoire ROM, les autres mémoires sont des mémoires très importantes. Certaines mémoires sont volatiles, d'autres ne sont pas volatiles. Volatile, ça veut dire si on éteint le routeur, toutes les données sont parties. Non volatile, même si on éteint, les données restent toujours. Donc, ça, c'est un peu la description du routeur. Pourquoi je reviens au routeur? C'est pour dire que souvent, lorsqu'on manipule le routeur, on fait passer les informations d'une adresse mémoire, d'une zone mémoire A vers une zone mémoire B. D'accord? Par exemple, la RAM, c'est une zone mémoire qui est vraiment rapide et c'est souvent utilisé pour des informations à accès rapide. Par exemple, on veut consulter la table de routage. La table de routage est stockée dans la mémoire RAM. Donc, la commande pour connaître la table de routage, c'est show IP route. Vous voulez connaître la version de votre système d'exploitation, c'est show version. Vous voulez connaître la table de correspondance adresse IP MAC, c'est show ARP. D'accord? Donc, le routeur Cisco vous donne, par exemple, un ensemble de commandes que vous allez saisir au fur et à mesure. Et ces commandes vont vous aider à faire quoi? À pouvoir manipuler votre routeur. Donc, la mémoire RAM, c'est une mémoire qui est volatile. La mémoire NVRAM, c'est une mémoire qui est non volatile. Donc, NVRAM, c'est souvent la mémoire qui est utilisée pour stocker la configuration de votre routeur. Au moment où vous éteignez votre ordinateur, les données de la RAM sont perdues, mais les données qui sont dans NVRAM ne sont pas perdues. Lorsque vous redémarrez, le système va dans NVRAM pour trouver la configuration. Si cette configuration n'existe pas, ça considère que le routeur n'a pas été configuré. Donc, il faut passer à la configuration du routeur. Donc, pour voir la configuration de NVRAM, on fait show startup config, d'accord? Pour voir la configuration. Pardon, j'ai parlé de la version, le registre, c'est show version. Le système d'exploitation, c'est dans une mémoire non volatile, c'est la mémoire flash. Donc, quand vous attendez flash, ce n'est pas flash comme on connaît dans les autres mémoires. Donc, ici, c'est non volatile, c'est là où on stocke les différents systèmes d'exploitation. Donc, vous pouvez visualiser quel est le système d'exploitation qui est actuellement utilisé. Il y a une autre mémoire qui contient juste les informations minimales qu'on appelle la mémoire ROM. Ça permet de faire le diagnostic au démarrage du routeur. Ça vérifie est-ce que tous les paramètres sont en bon état. Ça permet de lancer le système pour la première fois et d'aller chercher le système d'exploitation dans la mémoire flash. D'accord? Donc, le programme ROM et le programme de démarrage, c'est sa mémoire aussi, c'est la mémoire ROM. Donc, vous avez les différentes mémoires et vous avez dans chaque mémoire quelle commande on peut exécuter. Donc, ça, c'est l'explication de ce que je viens de dire. Lorsque vous regardez
le dos de votre routeur. Donc, si vous avez un routeur physique, donc c'est comme un ordinateur. Derrière, il y a des ports, des interfaces. Donc, vous allez voir, par exemple, il y a les câbles Ethernet qu'on peut utiliser pour brancher la paire torsadée avec RG45. Il y a des câbles sériales qu'on peut utiliser pour des liaisons point-to-point ou des liaisons connectées à un routeur. C'est pour des liaisons longue distance. Et le port console, c'est pour configurer l'ordinateur pour la première, le routeur pour la première fois. Si le routeur n'a pas encore des adresses IP, on configure avec le port console. Le port auxiliaire, pareil aussi, on l'utilise pour la configuration, mais il faut un modem. Et pour allumer ou éteindre le routeur, le power switch et le power code pour l'alimentation. Donc, le routeur possède plusieurs interfaces. Donc, au niveau du routeur, vous pouvez exécuter des commandes et ces commandes pourront peut-être aller chercher des informations. Lorsque vous manipulez votre routeur pour la première fois, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le câble console. C'est un câble, c'est DB9 et RJ45. Le DB9, c'est branché au niveau de l'ordinateur, dans le port série de l'ordinateur. Et le RJ45, c'est branché au port console de votre PC. Donc, avec cette liaison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez configurer pour la première fois le routeur. Donc, vous pouvez configurer pour la première fois le routeur. Donc, en configurant pour la première fois le routeur, donc ici, à ce niveau-là, ça serait le DB9, le port DB9, et ici, c'est le port console qui sera là. Le port console, en réalité, c'est le port RG, c'est la terminaison RJ45. D'accord? Le RJ45 qu'on utilise avec câble torsadé. Donc, ici, il faut avoir un logiciel qu'on peut appeler hyperterminal, hyperterminal, terminal. Donc, c'est lui qui permettra de configurer pour la première fois le routeur comme le switch. Si vous n'avez pas terminal, vous avez PADI, P-U-T-T-Y, permet aussi de le faire. D'accord? On peut configurer pour la première fois le routeur avec le port console. On peut également configurer, si le routeur a été déjà configuré, on peut accéder à distance en utilisant les terminaux virtuels. Donc là, on fait un telnet au routeur. Si le routeur a été déjà configuré, je ne suis pas obligé d'utiliser le port console. Je peux faire des telnets pour accéder au routeur, mais le telnet n'est pas sécurisé, mais le SSH est sécurisé. On peut l'utiliser les DSH, donc le routeur est sécurisé. On peut également avoir un serveur TFTP, c'est la version un peu allégée des FTP. Donc, TFTP va contenir les différentes configurations. Ce sont des fichiers. Et ces fichiers-là peuvent être de différentes configurations. Ces fichiers-là peuvent être aussi des systèmes d'exploitation, d'accord, qui sont stockés au niveau du serveur. Et vous pouvez configurer le routeur pour aller chercher de l'information au niveau du serveur TFTP. Pareil que vous pouvez aller au niveau du serveur également, récupérer des informations qui ont été stockées ou bien sauvegarder les informations au niveau du serveur. Donc, on peut faire les deux. Donc, la liaison auxiliaire, la ligne auxiliaire permet également de faire l'accès au routeur, mais il faut utiliser des modems pour convertir l'analogique et le numérique. Et enfin, certains routeurs vous donnent aussi la possibilité de le configurer en utilisant ce qu'on appelle le navigateur web. Donc, le routeur a un navigateur web. Lorsque vous branchez votre ordinateur routeur, il peut vous donner par exemple une adresse par défaut 192.168.1.250. Quand vous tapez cette adresse, vous avez la page d'accueil et graphiquement, vous avez un formulaire qui vous permet de remplir les différentes valeurs pour votre routeur. Donc, vous pouvez configurer manuellement le routeur. Donc, ça, c'est un peu sur le routeur. On peut faire beaucoup de choses avec le routeur. Donc, ça, c'est toutes les lignes que j'ai expliquées tout à l'heure. Le démarrage du routeur pour la première fois, comment ça fonctionne, c'est ça. Donc, je vais juste insister sur les choses clés. Ce sont des éléments que vous connaissez déjà, mais je vais passer rapidement ces éléments pour que nous puissions avoir un même langage.
Lorsque vous vous connectez au niveau du routeur, par défaut, vous vous connectez en tant qu'utilisateur. Le mode en question, c'est le mode utilisateur. Ça veut dire que vous n'avez pas de privilèges. Vous ne pouvez pas exécuter des commandes avancées. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Pour pouvoir avancer, faire quelque chose, il faut changer de statut, passer en mode privilégié. Donc, il y a une commande qui permet de passer du mode utilisateur au mode privilégié. Même si je suis en mode privilégié, si je tape une commande de configuration, ça ne va pas marcher. Donc, je dois entrer en mode de configuration, conft, configure terminal. Une fois que vous entrez dans ce mode de configuration, vous pouvez configurer n'importe quel élément de votre routeur. Donc, comment je sais que je suis en mode utilisateur? C'est cette flèche vers la droite. Privilégié, c'est des dièses. En mode configuration, c'est config. Donc, à chaque fois que vous entrez, c'est comme une ça dans une porte, vous portez le nom de l'interface en question. Bon, par exemple, si j'accède à une interface, je vais changer son adresse IP. Automatiquement, sur la barre de navigation, ça me donne routeur config inf pour dire que c'est l'interface qui est en train de configurer. Line pour dire que la ligne est en train de configurer. Routeur pour dire que le routeur est en train d'être configuré. Au fur et à mesure, tout ce que je peux faire, c'est grâce aux différentes commandes qui seront saisies. Donc, ces tableaux expliquent un peu le passage d'un mode à un autre. Donc, si on veut, par exemple, entrer en mode privilégié, on tape la commande enable. Mais si on veut quitter le mode privilégié, c'est disable. Et quitter carrément le routeur, c'est exit. Donc, vous avez la possibilité de quitter, de rentrer comme vous voulez. Donc, il faut essayer un peu de tester ces commandes pour s'assurer que ça marche bien. Maintenant, lorsque nous voulons configurer un routeur, qu'est-ce que nous configurons au juste? D'accord? Lorsqu'on dit on va configurer un routeur, qu'est-ce qu'on configure au juste dans un routeur? Donc, ces tableaux nous donnent un peu quelques informations. D'accord? Souvent, quand on configure un routeur, on essaie de faire quoi? De configurer le nom de la machine, du routeur. On essaie de verrouiller le routeur en utilisant quelques mots de passe. On essaye de configurer les interfaces réseau qui seront connectées au routeur. Si j'ai 5 interfaces réseau connectées à mon routeur, chaque interface doit être configurée. Et on configure le protocole de routage pour assurer que le routeur, entre eux, vont communiquer sans problème, échanger de l'information pour que tout soit dynamique. Et enfin, on configure chaque ligne pour permettre soit de l'accès à distance configuré avec le port console. OK? Donc, ça, c'est un peu la commande show running config. On veut voir quel est l'état, le tableau de différentes commandes qu'on a saisies, la configuration qui tourne au niveau de la mémoire RAM. Donc, nous avons show running config qui nous donne ces résultats. Et en regardant ces résultats, la première partie, c'est tout ce qui est information, la version du système d'exploitation. Deuxième partie, tout ce qui est le nom de la machine et les différents mots de passe. Troisième partie, vous regardez les interfaces. On configure l'interface avec des commandes. La première commande, c'est l'adresse IP. Et la deuxième commande, c'est pour donner une directive disant que non, gardez par exemple l'interface allumée, no shutdown ou éteignez l'interface shutdown. Donc, on peut trouver d'autres commandes également. Ici, par exemple, pour le routage statique, donc vous avez la possibilité de faire le routage. Donc, ici, on a configuré le protocole de routage. Routeur RIP, c'est le résumé. Il y a eu 3 branches qui sont connectées à mon routeur. Ici, on désactive les HTTP serveurs. C'est pour que votre routeur ne puisse pas jouer le rôle d'un serveur IP. Donc, on ne peut pas configurer vers le web. Il faut configurer toujours par commande manuellement. Donc, lorsque nous regardons l'interaction entre les différents de mémoire ainsi que l'utilisateur, les TFTP, donc il y a certaines commandes, ces commandes-là vous donnent l'orientation, la direction de la communication. Par exemple, ici, le NVRAM. Donc, si je suis au niveau du routeur, je vais détruire quelque chose, effacer complètement la mémoire NVRAM, je vais taper la commande erase startup config.
Donc, tout ce qui était contenu enregistré sera effacé. Si je vais visualiser le contenu de mon routeur, la configuration, je vais taper la commande startup config, show startup config. Si je vais voir la configuration qui est au niveau de la RAM, c'est show running config. Souvent, show running config est en avance des startup config. Avant de sortir, il faut toujours penser à enregistrer tout ce qui est dans le running vers le startup. C'est pour cela que vous avez la commande copy running vers startup pour enregistrer ces informations, ou bien copie vers TFTP, c'est pour enregistrer, que ce soit sur mon routeur, dans mon routeur, pardon, je l'envoie au niveau du serveur TFTP. Comme aussi, je peux aller au niveau du TFTP récupérer une information. OK? Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, ça, c'est quelques exemples de configuration. Vous avez, par exemple, copy running config TFTP. C'est pour copier la configuration actuelle vers le TFTP. Quand vous tapez cette commande, on va vous demander deux choses. Premièrement, l'adresse IP de votre TFTP. Et deuxièmement, concernant la destination, l'emplacement de la destination. Donc, c'est important. Lorsqu'on configure le routeur, il faut s'assurer que chaque interface est verrouillée pour ne pas les donner la place aux intrusions. Il faut verrouiller l'accès en mode privilégié pour que si quelqu'un par mégarde avait le mot de passe, mais le mode privilégié, ça doit être un autre mot de passe. Ne mettez pas le même mot de passe. Pour des raisons académiques, on peut mettre Cisco, mais dans la réalité, ne mettez pas Cisco. Donc, ça permet aussi de gérer l'affichage des mots de passe en clair dans le fichier de configuration. Ça, ce sont les différentes commandes pour configurer les différentes lignes. Par exemple, line console 0, password Cisco, ça veut dire que j'ai configuré le port console. Pour y accéder, on doit taper le mot de passe. On va taper le mot de passe Cisco. Si vous ne tapez pas le mot de passe Cisco, vous n'aurez pas accès. Pareil, le port auxiliaire, on n'a qu'un port, c'est le port 0. On a configuré, c'est aussi le mot de passe Cisco. Donc, quelqu'un qui ne tape pas ce mot de passe ne pourra pas y accéder. Donc, vous avez la possibilité à la fin de VTY de mettre point d'exclamation pour savoir combien d'interfaces sont supportées. Donc, vous pouvez verrouiller. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser. Hein. Si vous pouvez verrouiller aussi votre système pour que le mot d'espace ne soit pas lisible. Donc, c'est Enable Secret. Mais si vous ne voulez pas verrouiller, que le mot de passe soit visible, c'est Enable Password. S'il vous plaît, prof. Oui. Une question le slide précédent, j'ai vu la ligne VTY. À quoi sert cette ligne particulièrement? OK. Donc, le VTY, lorsque je parlais de différentes méthodes pour accéder au routeur, lorsque vous configurez le routeur, vous avez le port console, vous avez le port auxiliaire, mais vous avez aussi le VTY. Le VTY, c'est ce qui est utilisé. Vous pouvez même mettre off le micro de votre côté. Après, vous allez ouvrir quand vous allez parler. Le VTY est utilisé pour permettre l'accès à distance. Par exemple, vous êtes à Lubumbashi, vous avez un routeur qui est à Kasumbalesa. Le routeur a été configuré au niveau du siège à Lubumbashi et installé chez un client à Kasumbalesa. Il faut aussi créer une configuration, ouvrir le port VTY pour faire en sorte que lorsque, par exemple, il y aura un problème technique, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer physiquement pour aller voir. On peut se déplacer que s'il n'y a pas possibilité d'accéder à distance. Mais s'il y a possibilité d'accéder à distance, si vous avez activé les VTY, combien d'interfaces vous avez activées? Ces interfaces représentent le nombre de personnes qui peuvent se connecter virtuellement. Si vous avez activé 2, c'est-à-dire à l'instant T, il n'y a que 2 personnes qui peuvent se connecter à distance, des ingénieurs ou des techniciens, on appelle communément des NOC,
Network Operation Center Technician ou Engineer. Donc, c'est eux qui vont aller voir cela sur place au cas où il y a un problème. Mais c'est mieux d'ouvrir le VTY pour l'accès à distance. Donc, c'est bien pour l'accès à distance. C'est pour cela qu'on le verrouille avec un mot de passe. Pourquoi? Parce que si je connais l'adresse IP de votre routeur, d'ici, je peux taper l'adresse IP et y avoir accès. Imagine que tout le monde peut accéder à votre routeur à distance. Ça veut dire que tout le monde peut changer les configurations, le paramètre de votre routeur. Et ça, c'est pas bon. Pour éviter cela, on verrouille le port avec un mot de passe. Donc ici, par exemple, il donne VTY de 0 à 4, ça veut dire au maximum 5 ports parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 ports et on lui donne tous le mot de passe Cisco. Donc quelqu'un qui va se connecter en telnet ou en SSH, on va lui demander un mot de passe. Et en telnet, vous allez fournir, si ça ne correspond pas à ce qui est maintenant, ça va être refusé. OK? Donc, le VTY, c'est bien pour l'accès à distance. Donc, vous, par Ok. exemple, en tant qu'ingénieur, vous en avez pourquoi? Parce que toujours, on ne sera pas au même endroit avec le routeur qui a un problème. On sera à distance à Lubumbashi, vous accédez à tout ce qui est à Kolwezi et vous pouvez faire le monitoring de ces machines. Ah, d'accord. Prof, une autre question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que c'est seulement pour le constructeur Cisco qu'on doit d'abord activer le VTY ou bien pour d'autres constructeurs, c'est une session Telnet qu'on configure directement sur un port? Oui, non, on fait le VTY. Le VTY est indépendant de technologies. Hein. Ce n'est pas pour Cisco, non, c'est pour tout le monde, même que ce soit des routeurs Dell, des routeurs Huawei. Chaque opérateur doit donner dans son système d'exploitation la possibilité de manipuler un commutateur ou un routeur à distance. Ok, d'accord. Merci, prof. Mm. Donc, comment on configure? On active le mot de passe, par exemple, password. Ça, c'est le mot de passe. On peut changer, on peut appeler ça, par exemple, INH Master 2. On met des points d'exclamation, on met tous les caractères spéciaux pour verrouiller. Et vous faites login pour équiter. D'accord? Donc, le mot de passe. Mais ce mot de passe, c'est un mot de passe qui est en clair. Ça veut dire que tout le monde qui a accès à votre configuration peut savoir de quoi il s'agit. Mais vous pouvez encore aller plus loin en cachant le mot de passe. D'accord? Comment? En utilisant Enable Secret Class. Ça veut dire que tous les mots de passe seront cryptés. Le fait seulement de faire Enable Secret Class, tous les mots de passe seront cryptés. Donc, vous avez ici Enable Secret et Enable Password. Enable Password, c'est juste pour permettre l'utilisation des mots de passe pour aller en mode privilégié. Enable Secret, non seulement on va en mode privilégié, mais également on crypte tous les mots de passe qui sont visibles. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de service d'encryption, comment on encrypte. On peut également configurer dans le routeur le nom du routeur. On peut configurer un message d'accueil. Ça veut dire quand vous vous connectez au routeur, le routeur peut vous accueillir avec un message d'accueil et on peut mettre dans ces messages d'accueil les informations de la société ou bien mettre une politique de confidentialité, interdiction de copier les codes sources et de donner à des tierces parties. Donc, souvent, les gens exploitent des bannières pour ça. Vous verrez toute une page, ils ont déjà tapé ça sur Word, ils ont copié-collé et mis ça dans la configuration du routeur. Comme ça, au démarrage, dès que la page s'affiche, et vous aurez ces messages-là aussi qui est affiché. On peut aussi ajouter une commande qu'on appelle la description. Donc, à l'intérieur de chaque commande, ça permet de donner un peu les informations sur une interface. Donc, comment on change le nom? C'est hostname, le nom de la machine.
Donc, hostname, le nom de la machine, permet de changer le nom de votre routeur. D'accord? Donc, si j'ai un routeur qui s'appelle par exemple le Lubumbashi, je peux renommer cela Kolwezi en utilisant juste la commande hostname, le nom nouveau que je veux. On peut également mettre la bannière. Donc, le mot-clé, c'est banner, M-O-T-D. Et on met dièse accolade, et à l'intérieur, vous mettez votre message. Mais on n'est pas obligé d'utiliser dièse accolade. Donc, si on veut, par exemple, étoile, point d'exclamation, à la fermeture, on met aussi étoile, point d'exclamation. Donc, ça, c'est un exemple de bannière, comment c'est utilisé. Maintenant, une interface, c'est la porte d'entrée de l'information et c'est aussi la porte de sortie. Donc, lorsque vous avez une interface réseau, elle est vraiment capitale parce que ça permet d'amener de l'information vers le routeur. Ça permet aussi de répondre aux différents usagers. D'accord? Donc, l'interface ici, il y a deux informations capitales de l'interface, ce sont les adresses IP et une fois que vous avez configuré l'adresse IP, la deuxième partie importante, il faut s'assurer que l'interface est toujours allumée. No shutdown. No shutdown pour dire que l'interface est toujours allumée. Donc, si vous avez par exemple un routeur, vous avez plusieurs réseaux qui sont branchés à ces routeurs. Si vous remarquez, les adresses sont presque proches. Donc, c'est mieux de ne pas faire le summary, de laisser le système le faire. Donc, ça, c'est la description, on en a déjà parlé. Au niveau de l'interface aussi, on peut ajouter la description. Donc, ça, c'est quelques tableaux résumant le maximum des commandes de base. Donc, on peut changer les noms hostname, quel est le nouveau nom qu'on veut donner au routeur. On peut encrypter tous les mots de passe pour que ça ne soit plus lisible. On peut accéder au port console 0 et configurer ses ports. Le VTY 0 à 4 et configurer ses ports et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple de configuration de l'interface. Vous avez interface, le nom de l'interface, par exemple, Fast Ethernet 00. Donc, quand vous avez un routeur, en bas du routeur, on vous donnera les indications sur quelle est la première interface, le slot, quel est le deuxième slot, quel est le troisième slot. Et chaque slot est constitué des câbles réseau à connecter avec les différentes interfaces. Donc, il y a la commande interface, par exemple, Fast Ethernet 00. Vous donnez les mots de passe à IP address, vous donnez la description et no shutdown. N'oubliez jamais no shutdown pour les interfaces, pour garder les interfaces toujours up. Il y a d'autres commandes qui peuvent être également utilisées, telles que regarder la configuration actuelle, show running config, visualiser la table de routage, visualiser les informations, bref, de chaque interface et de toutes les interfaces. Maintenant, on attaque. Après avoir parlé du routeur, je vais rapidement aborder cette partie. Peut-être la semaine prochaine, avant de commencer PV6, on reviendra sur un petit TP, parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de théorie sans pratique. Ici, je vais juste résumer l'essentiel. Si vous comprenez ce résumé, donc le reste, ce n'est pas vraiment important. Lorsque vous avez deux réseaux différents, le réseau 1 et le réseau 2 qui doivent communiquer, j'ai dit qu'il faut avoir un routeur. Sans le routeur, les deux machines en deux sous-réseaux différents ne peuvent pas communiquer. Et c'est le routeur qui va agir comme un pont pour faciliter la communication. Maintenant, lorsque le routeur est configuré, comment le routeur sait que la machine A se trouve dans la sortie
0, la machine B se trouve dans la sortie 1, C se trouve dans la sortie 3. Comment la machine sait cela? C'est grâce à ce qu'on appelle le protocole de routage. Donc, le protocole de routage va faciliter à ce que nous puissions apprendre le route de toutes les machines qui sont dans le réseau. Il y a deux grandes familles de ces protocoles. Il y a la famille dite routage statique et il y a d'autres routages dynamiques. Donc, routage statique, c'est vous-même vous configurez manuellement. Le système n'intervient pas. OK? Donc, l'avantage est que vous êtes sûr que tout ce que vous avez saisi, c'est comme ça fonctionne. Mais l'inconvénient est que vous ne savez jamais quand est-ce que ça va plutôt s'arrêter ou bien lorsqu'il y a des nouvelles machines qui entrent dans le jeu, ça ne peut pas détecter ces nouvelles machines-là s'ils ne sont pas dans le sous-réseau existant. Comparé à la méthode dynamique, ici, avec les dynamiques, donc à chaque fois votre réseau change, automatiquement, les différentes tables dans les différents routeurs sont mises à jour. Ce n'est pas à vous de le faire manuellement. Un autre aspect qu'on parle souvent au niveau du routage, c'est la notion des convergences. Souvent, on parle des convergences lorsqu'il y a eu, par exemple, une panne et on doit retrouver les stades stables de fonctionnement. Donc, ces délais-là qui permettent à ce que de la détection et la réparation, donc si ces délais-là est court, c'est que l'algorithme est bon. Mais si ces délais est long, il y a un problème. OK? Donc, on peut mesurer ces délais qu'on appelle la convergence. On a deux grandes familles de protocoles, le protocole à vecteur de distance et le protocole à état des liens. Donc, vecteur de distance, on voit par exemple le protocole IGP et EGP. Donc, parler de EGP, c'est Exterior Gateway Protocol. Donc, c'est le protocole qui permet de connecter deux grands systèmes différents. Et le protocole IGP, c'est Interior Gateway Protocol. Là, ça reste au niveau interne. Et on peut faire la configuration statique ou bien dynamique. D'accord? Tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est une configuration qui est simple, on connaît les serveurs, donc la configuration statique est meilleure. Mais sinon, on bascule dans une configuration qui est dynamique. Au fur et à mesure, les routeurs vont apprendre le réseau et aider les différents paquets à atteindre leur destination. Donc, le routeur, lui, c'est aiguiller l'information de bout en bout et acheminer au mieux. Ça veut dire qu'il travaille avec le best effort, qui est le minimum de QoS recommandé. Et le routeur peut avoir des fonctions telles que le routage ou la commutation. On avait déjà parlé du routeur. Je vais aller tout droit au but sur ces dessins. Lorsque vous regardez cette image, qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous avez deux PC qui communiquent. Entre ces PC, il y a quoi? Il y a des routeurs. Donc, le PC envoie l'information au PC2, mais vu qu'il y a des équipements intermédiaires, l'information va descendre jusqu'au niveau physique et l'information va remonter jusqu'au niveau 3 de chaque équipement intermédiaire qu'on appelle routeur. D'accord? Chaque équipement intermédiaire, l'information va s'hériter au niveau 3, au niveau 4 ou 6. Donc, celui-là, quand il envoie le message, oui. Sur le diapo précédent, j'ai vu deux types de liaisons, la liaison série et la liaison Ethernet pour la connexion entre Oui, deux routeurs. exactement. Bon, quelle est la différence et pourquoi est-ce que on peut Quelle est? préférer, quelle est la différence et pourquoi est-ce qu'on peut préférer une liaison série quand est-ce qu'on utilise une liaison série ou Ethernet? D'accord, la liaison Ethernet subit la conséquence du câble Ethernet. Donc, les câbles Ethernet, vous avez des câbles paires torsadés. Sur le maximum, c'est 100 mètres. Quand vous utilisez la catégorie 5, c'est 100 mètres. Mais quand vous allez vers la fibre optique, donc vous pouvez même aller à 1 km. D'accord?
fibre optique, ça peut être même jusqu'à 1 km. Donc, quand vous êtes dans ces rayons-là qui ne dépassent pas 1 km, vous pouvez, ça peut être torsadé. Et ça, si vous êtes dans un rayon qui est moins de 100 mètres, donc ça sera un câble croisé. Ou bien ça sera fibre optique si vous êtes dans une distance qui ne dépasse pas 1 km. OK? Là, vous allez avoir la fibre optique. On conseille le mieux le 500 mètres au lieu d'aller vers les extrêmes. Maintenant, des liaisons qui seront de longues distances, des milliers de kilomètres, là, ce sont des câbles céréales. D'accord? Ce sont les mêmes câbles qu'on utilise pour le truc sous-marin, tout ça. On l'utilise chez les opérateurs également pour connecter, par exemple, le BTS, des antennes 4G. D'accord? Dans le BTS, la partie centrale, c'est un routeur aussi qui est en bas. OK? Donc, ces routeurs-là, on appelle ça beaucoup plus le node B. Dans le node B, le routeur en question peut communiquer avec d'autres routeurs. Et le câble qui va relier le système, ça sera un câble de longue distance parce que je peux avoir, par exemple, au niveau du centre-ville, on a placé une antenne ou bien on a placé le data center qui est là, un client, par exemple, au niveau de l'hôtel Caravia. D'accord? On a le câble qui va quitter jusqu'à Caravia. Ce n'est pas un câble Ethernet parce que la distance, elle est longue. Mais ça sera un truc avec céréales qui va prendre de longues distances. D'accord? Si on fait de la fibre optique, on doit mettre plusieurs répéteurs pour amplifier les signaux. Donc, le rouge, les céréales, pour symboliser une liaison à longue distance. L'Ethernet, c'est pour symboliser des liaisons à courte distance et dépassant pas 100 mètres pour les câbles Ethernet ou 1 km pour les câbles fibre optique. Merci. Je vous en prie. Donc, lorsque deux PC communiquent, le premier PC a son adresse IP et son adresse MAC. La destination aussi a son adresse IP et son adresse MAC. Mais ce qui arrive, lorsque PC1 envoie l'information à PCD, il y a deux niveaux très importants. Il y a le niveau réseau et le niveau liaison. Le niveau réseau s'occupe des adresses IP et le niveau liaison s'occupe des adresses MAC. D'accord? La commutation par adresse MAC. Donc, lorsque j'ai rempli la source, il va mettre son adresse IP. La destination, c'est l'adresse IP de l'autre, de la machine avec qui on veut correspondre. Maintenant, le MAC, ça c'est là le MAC du PC1 avec le MAC de la prochaine interface que le PC1 va utiliser pour envoyer les informations. Donc, ce sera le MAC 2. Donc, au fur et à mesure où on avance, la partie IP ne va pas changer. Qu'est-ce qui change? C'est la partie MAC. Et pareil ici également. OK? Donc, là, c'est juste pour vous montrer comment s'est fait la transmission. Donc, une information capitale au niveau du routeur, c'est la table de routage. J'ai déjà parlé des tables statiques ou manuellement, c'est vous-même qui avez saisi l'information, ou bien des tables dynamiques. Vous donnez juste une partie et le système lui-même va découvrir les autres routes. Donc, ça, c'est un peu visualiser la table de routage. Quand vous tapez show IP route, vous avez ces informations, d'accord? Donc, ces informations symbolisent la table de routage. Si je regarde ici, il y a la première colonne est constituée de lettres. Chaque lettre symbolise quel est le protocole de routage qui a été utilisé. R, ça veut dire le RIP. C, c'était la mode connectée. R, le RIP, RIP, RIP. Donc, S étoile à la fin aussi, c'est une configuration par défaut. Donc, j'expliquerai cela au moment venu. Donc, vous avez dans la table de routage que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y a plusieurs colonnes. Chaque colonne contient une information. Par exemple, ici, le protocole de routage, le réseau qu'on peut atteindre, la distance administrative, par exemple, c'est des 100, okay? Et via quelle interface on va sortir. Donc, ici, c'est la dernière interface, c'est l'interface des sorties. Donc, vous avez la destination, l'interface des sorties, le prochain saut, la métrique, la distance administrative et le moyen d'apprentissage. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous montrer comment c'est réparti.
Donc, vous avez l'interface des sorties, c'est à la fin. Si vous avez deux possibilités, passer par A pour atteindre C ou passer par D, passer par un autre point pour atteindre, donc on peut configurer cela, c'est possible. Maintenant, la métrique qu'on utilise ici, c'est le nombre de sauts. S'il s'agit par exemple du protocole RIP, s'il s'agit de l'ESPF, c'est l'algorithme aussi des Dijkstra. Donc, tout dépendra de ce que vous avez comme problème et quelle solution idéale à utiliser. Donc, la métrique, souvent, on regarde la distance administrative. Par défaut, tous les routeurs ont une valeur de distance administrative. Cette distance-là va s'ajouter avec d'autres facteurs. Donc, ça, c'est quelques valeurs de distance administrative. Directement connecté, sa distance est 0. Statique, sa distance est 1. Et 120, c'est le RIP. Et 100, c'est pour l'IGRP. Il y a aussi IGF qui est 50, ainsi de suite. Donc, nous pouvons apprendre les routes. Je vais montrer la première colonne en utilisant un protocole de routage statique ou bien un protocole de routage dynamique. Donc, si on utilise le statique, nous avons configuré nous-mêmes manuellement. Si on utilise des dynamiques, on a juste donné la première version, on laisse le routeur lui-même trouver la suite. Donc, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le réseau par défaut. J'avais mis ici les S étoiles. La route par défaut, c'est ce qu'on appelle souvent en termes de réseau la passerelle par défaut. Donc, la passerelle par défaut, c'est une route où si je ne trouve pas de correspondance, c'est la route à emprunter quand je n'ai pas de possibilités. D'accord? Lorsque je cherche ma sortie dans la liste des tables de routage et que je n'en trouve pas, donc la route qui me serait proposée, c'est la route par défaut. Et si la route par défaut n'existe pas, le paquet sera détruit. Parce que le paquet n'a pas trouvé sa destination et le paquet aussi ne possède pas une route par défaut et le paquet sera détruit. C'est pour cela qu'on conseille toujours de configurer la route par défaut. Donc, c'est ça un peu l'idée. Lorsqu'un paquet entre, il va regarder dans la table de routage, est-ce que je trouvais quelque chose? Oui. Paquet dirigé vers l'interface des sorties et c'est la sortie. Si je n'ai pas trouvé, donc on va établir encore une vérification en regardant est-ce qu'il y a une route par défaut. Si oui, le paquet sera envoyé vers la sortie en utilisant la sortie de la route par défaut. Mais s'il n'y a pas de route par défaut, il n'y a pas de correspondance, le paquet sera tout simplement détruit. Donc, ça, c'est un peu comment la table de routage s'est créée. Donc, il y a deux types de routage, pour résumer. Il y a le routage statique. Je crois que le temps ne nous permettra pas peut-être d'aborder cela. On pourra revenir même le lundi. Il y a le routage statique et le routage dynamique. Donc, le routage souvent qu'on utilise réellement, c'est le routage dynamique. D'accord? Le statique, c'est juste pour de petits réseaux ou bien si je n'ai pas vraiment une configuration gourmande, je peux juste donner le mapping de mon serveur hébergé en interne. Pour atteindre tel réseau, voici la correspondance, voici la valeur et automatiquement, on va pouvoir atteindre le serveur qui est derrière le routeur. Mais en général, on préfère utiliser la version dynamique. Donc, fournit aucune surcharge en bande passante, fournit uniquement les informations entrées par l'administrateur. Mais le problème, lorsque la topologie change, votre réseau change, par exemple, une liaison est coupée, tel utilisateur, la mémoire est débordée, ne peut plus recevoir des messages, vous n'allez rien faire, vous allez continuer toujours à avoir des erreurs. Et c'est pour cela que la méthode dynamique est venue pour soulager. Donc, la méthode dynamique, on va maintenant configurer le routeur pour que le routeur puisse communiquer avec d'autres routeurs, rassembler le maximum d'informations possibles et générer la table de routage qui sera la table de référence. D'accord?
Donc, le seul hic ici, c'est qu'il a la tendance à révéler toutes les informations parce qu'on échange les informations avec des routeurs. Ces routeurs-là vont apprendre de nous. Mais souvent, pour éviter ça, on sécurise le protocole pour que, étant sécurisé, ça ne peut que communiquer avec les machines concernées. Dans le routage dynamique, il y a deux fonctions de base. La première fonction, c'est gérer la table de routage. Et la deuxième fonction, c'est communiquer avec les autres routeurs. Ça veut dire échanger les informations. Et ces informations-là vont permettre à ce que le protocole de routage puisse créer ce qu'on appelle la table de routage. Et c'est une table très, très importante dans le réseau. Donc ça, c'est un petit résumé de tout ce qu'on peut avoir comme communication en interne selon le protocole de routage. Donc, le protocole de routage se divise d'abord en deux grandes familles. Donc, je vais peut-être clôturer avec ces tableaux ou bien je vais aller vers le RIP version 1 parce que j'aimerais que tous les autres soient là. Il y a deux grandes familles que vous pouvez retenir ici. Donc, ces deux grandes familles, ce sont les deux grands blocs. Ça, c'est le premier bloc. Pour l'introduction, j'ai dit on les appelle les IGP. Et ça, c'est le deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, on les appelle de EGP. Donc, les IGP, ce sont les protocoles qui sont utilisés à l'intérieur d'un réseau d'un opérateur. D'accord? Par exemple, si vous avez Vodacom, à l'intérieur de Vodacom, il y a des routeurs. Donc, c'est les réseaux de Vodacom. Quand Vodacom installe des centres, après des antennes presque partout, derrière, il y a des antennes, il y a aussi des routeurs. Donc, c'est un réseau propre. Ça, c'est IGP. Okay? Donc, à l'intérieur de IGP, on a deux grandes familles. La famille vecteur de distance et la famille état des liens. Donc, vous avez les deux grandes familles, vecteur de distance et état des liens, ce qui va vous permettre de choisir lequel des protocoles va être utilisé. Donc, vecteur de distance, c'est tout ce qui est à gauche ici. Et état des liens, c'est ici, à droite. Donc, moi, je suppose que vous avez déjà fait tout ce qui est IPv4. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous devons nous focaliser sur la partie IPv6 qui est en bas. D'accord? Donc, nous allons nous focaliser sur la partie IPv6 qui est en bas. Donc, dans l'intérieur gateway, comme on a dit, dans ces premiers blocs, ce bloc est divisé en deux. D'accord? Le protocole vecteur à distance et le protocole à état des liens. Je veux juste résumer cela. Les protocoles qui vont fonctionner en utilisant le vecteur distance, leur métrique pour calculer le meilleur chemin sera quoi? La métrique sera le nombre de sauts. Combien de routeurs j'ai traversé? Celui qui traverse moins de routeurs dira que moi, je suis meilleur comparé à celui qui a traversé 10 routeurs. Okay? On ne regarde ni la bande passante, ni la configuration, ni les contraintes délai. Le plus important, le nombre de routes traversées. Okay? Donc ça, ce sont les protocoles à vecteur de distance. Maintenant, le protocole de routage à état des liens, on ne fait pas le nombre de sauts, mais au contraire, il regarde la bande passante, les délais, certains autres paramètres pour vérifier à l'instant T quel est le système qui va me donner la meilleure qualité de la connexion. Sur base de cela, qu'on pourra prendre la décision. D'accord? On regarde toujours la meilleure bande passante. Maintenant, les EGP, lorsque vous avez le réseau autonome de Vodacom, par exemple, à l'intérieur, c'est des IGP. Si vous avez un autre Orange, par exemple, à l'intérieur, c'est IGP. Lorsque deux IGP veulent communiquer, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des routeurs de frontières, le border router, BR. D'accord? Le BR, d'accord? Certains, il y a plusieurs noms, plusieurs appellations, d'accord? Et ces routeurs de frontières
doivent échanger des informations. Donc, ils seront reliés. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion. Ils seront reliés pour faire passer l'information, par exemple, de Vodacom vers Orange. Le protocole qu'ils vont utiliser ici, c'est le protocole de type EGP. D'accord? C'est le protocole de type EGP. Et parmi ces protocoles, vous avez le BGP V4. Donc, le BGP V4, c'est l'un des protocoles qui sera utilisé pour résoudre l'interconnexion entre deux réseaux différents. Au fur et à mesure, il y a plusieurs réseaux. Donc, vous aurez le BGP qui sera déployé pour interconnecter. Et ça veut dire que le routeur de frontière aura au minimum deux protocoles. Un protocole pour communiquer avec un autre routeur de frontières et un autre protocole pour communiquer avec les routeurs qui sont en interne. D'accord? Ça peut être dans un pays, par exemple la RDC. Ça, c'est le réseau de la RDC. Et vous avez ici les réseaux, par exemple, de l'Angola ou de la Zambie. Entre la RDC et la Zambie, le réseau de la RDC aussi va s'interconnecter au réseau de la Zambie. Ce ne sont pas les entreprises individuellement qui doivent le faire. Normalement, ce sont les réseaux. Les deux pays qui doivent le faire. Okay? Donc, tout le monde va se diriger vers l'IGP pour la communication interne, mais lorsqu'on va aller à l'externe, le routeur de frontières doit avoir le BGP configuré pour pouvoir communiquer avec un autre routeur de frontières. Donc, en résumé, je vais peut-être clôturer à ce niveau-ci pour vous donner le temps quand même d'appréhender cela. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, pour ceux qui connaissent, c'est déjà basique pour vous. Le RIP, ça c'est la version 1 et ça c'est la version 2. La différence seulement entre la version 1 et 2 repose sur le VLSM. La première version, il n'y avait pas de VLSM, il n'y avait pas de masque étendu. Il n'y avait que de masques par défaut. Mais la deuxième version a introduit le VLSM. Ça, c'est le premier point. La première version n'avait pas de sécurité. Ça veut dire que quand le routeur échange les informations, il n'y a rien qui garantit que ça provient d'une bonne source. La deuxième version a introduit l'authentification. Donc, avant de recevoir ou d'envoyer, je me rassure que la personne, tout avant de recevoir, je me rassure que c'est un bon interlocuteur. D'accord? Parce que les messages qui viendront de ces routeurs seront cryptés et moi, je connais le code de décryptage. L'IGP, pareil, protocole à vecteur distance. Et IGRP, souvent, on l'appelle un protocole hybride parce qu'il a d'autres métriques qui ne sont pas statiques, mais dynamiques. Maintenant, à état des liens, le protocole le plus connu, c'est OSPF et ISES. D'accord? Ces deux-là sont importants pour baser sur l'état des liens. Donc, protocole basé sur l'état des liens, derrière va être seulement la bande passante. Donc, ici, si je traverse 5 nœuds, comparé à 3 nœuds, c'est la meilleure route. Mais ici, ce n'est pas le 5 ou le 3. Si je traverse les 5, la bande passante totale sera par exemple 1 terabyte. Mais si je traverse seulement 3, je serai aux alentours de 10 mégabytes. D'après vous, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir là où la bande passante est meilleure. OK? Dans ces contextes-là, il y a la différence entre l'état des liens qui essaie de regarder un peu le principe des bandes passantes, le principe des délais, et le vecteur à distance qui se focalise juste sur le nombre de sauts. D'accord? Et vous avez ici le BGP. Donc, il y a un protocole qui sera utilisé également pour interconnecter deux réseaux différents au niveau de routeurs de frontières. Je crois que nous avons mettre une pause pour aujourd'hui ici. Donc, le lundi, peut-être, on y reviendra sur le plan pratique. RIP, version 1 et 2, comment configurer, et JRP, comment configurer l'OSPF. On va juste voir le TP et on va clôturer pour passer à autre chose. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. On peut ouvrir la place aux questions. Posez vos questions. Kabamba, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, comme ça, si vous connaissez déjà ces notions, tant mieux. Pour moi, je considère que c'est un prérequis. Donc, on y revient juste pour s'assurer que tout le monde a une connaissance minimale sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir si par exemple, là où vous travaillez, est-ce que les ingénieurs ont recours à faire des configurations euh, manuelles sur les équipements? Euh, Là où je travaille souvent, avant de basculer comme software Amazon, j'étais automation engineer pour une compagnie qui déploie des solutions de réseau dans les universités. Oui, Et ici, on encourage beaucoup l'automation. Ça veut dire qu'on évite de plus en plus la configuration manuelle parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Et une fois que vous avez configuré manuellement pour la première fois ou vous avez fait de façon automatique la première fois, 99% des cas, ça s'est fait à distance. Ça veut dire quoi? Je configure le différent routeurs pour ENH. Je suis une société, je suis basé à Lubumbashi. Je déploie l'Internet dans les universités et tout ça. J'ai les racks installés au niveau de l'INH. Je configure tous les paramètres nécessaires. Lorsqu'on me dit que le réseau a un problème, je ne vais pas me déplacer d'abord physiquement. Je vais à distance essayer de me connecter sur les différents points de contact que j'ai installés, les différents routeurs, pour essayer de faire le diagnostic à distance. Si le diagnostic à distance ne marche pas, là maintenant, je peux dépêcher un ingénieur sur place pour aller se connecter physiquement. Donc, souvent, on configure de façon sécurisée le routeur ou les autres équipements pour qu'ils soient accessibles à distance. Éviter de se déplacer. Donc, il y a deux choses que j'ai dit ici. Premièrement, on évite la configuration manuelle. On préfère la configuration automatique. Ça veut dire quoi? On crée un programme et ce programme-là va aller routeur en routeur et faire la configuration. Parce que chaque routeur que vous déployez, vous avez déjà ce qu'on appelle des templates. C'est comme quand vous créez un programme informatique. Dans le programme informatique, vous savez déjà que si c'est ici, vous allez mettre le nom de la personne, ici, vous allez mettre l'adresse, ici, vous allez mettre la photo. Et vous avez 1 million de personnes qui arrivent. Vous allez dire, voilà, saisissez-moi vos informations sur un fichier Excel. Moi, je vais juste prendre le fichier Excel, donner ça à mon template Word et Word va imprimer des cartes d'étudiants pour vous. Au lieu qu'à chaque fois, vous-même, vous puissiez imprimer manuellement, d'accord? Vous faites le premier boulot qui est de constituer les templates. Deuxième boulot, de récupérer les informations clés des différents routeurs et laisser le programme, le logiciel que vous avez conçu, faire la configuration à votre place. Et le logiciel va configurer le routeur à la place. Donc, première chose, on évite beaucoup le manuel pour aller vers la configuration automatique. Deuxième chose, on évite de se déplacer physiquement là où le routeur ou les différents équipements réseau sont installés. On préfère le faire à distance. Comment? Parce que lorsque vous avez créé votre template, vous avez ajouté une option qu'on appelle le VTY, c'est la question que vous m'avez posée. Et dans le VTY, vous avez autorisé les SSH. Donc, pour qu'à distance, on puisse faire le SSH et on accède au routeur, on regarde les paramètres, on regarde tout est bon. Si tout est bon, c'est bon. Sinon, on peut redémarrer ou bien ajouter un ou deux paramètres et faire en sorte que le routeur ne puisse plus avoir ces problèmes-là. Dans le cas où réellement à distance, la solution n'a pas pu marcher, là maintenant, vous pouvez vous déplacer physiquement. D'accord? Donc, c'est un peu ça. d'accord. Merci. Il y a une autre question? Est-ce que vous avez des questions? Bon, Posez peut-être le maximum de une autre questions que question. vous pouvez. Hein? OK, merci. En entreprise, parfois, je voyais des routeurs microtiques. Oui. Alors, en posant la question, on me disait que ces routeurs avaient certains avantages par rapport aux routeurs comme les routeurs Cisco les autres routeurs. Alors, j'aimerais savoir avec votre expérience si les routeurs microtiques, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier et puis pourquoi est-ce qu'on les utilise assez fréquemment dans certaines entreprises? Oui, microtique, moi je pense que c'est juste le contexte de la RDC, c'est beaucoup utilisé parce que le coût est moins cher, d'accord, le coût est faible
Moi, je crois que ça, c'est l'une des raisons. Côté paramétrage, je ne pense pas que c'est très avancé que Cisco. C'est beaucoup plus dans le contexte de la RDC, on va vers beaucoup plus le réseau sans fil. Vous voyez l'Internet qu'on fait, on utilise des antennes pour avoir la connexion. Donc, c'est avec le MikroTik, ils ont beaucoup plus le port coaxial. C'est avec ces coaxiales-là, s'il n'y a pas d'adaptateur, on branche le coaxial directement venant de l'antenne, on amène ça vers le MikroTik ou bien on amène ça vers l'adaptateur. Et ce qui fait que ça réduit les temps de configuration. Donc, je pense que pour ces deux raisons-là, beaucoup plus liées aux contraintes technologiques parce qu'on utilise beaucoup plus l'Internet. Au lieu d'utiliser l'ADSL, on n'utilise pas l'ADSL, on utilise beaucoup plus le, le réseau sans fil donc, pour avoir de l'Internet et des WiMAX, ainsi de suite. Donc, cette configuration fait que MikroTik a le port qui permet de connecter directement la fiche de l'antenne. Et deuxièmement, je pense que c'est le coût. Mais côté performance, évolution, Cisco est mieux placé que les autres. Donc, en entreprise, souvent, vous verrez que le MikroTik, c'est beaucoup plus pour à la maison, pour les petites entreprises, pour les PME avec 10 employés. Mais lorsque vous avancez vers des configurations, vous avez 1000 employés, 150 000 employés comme des banques, et vous devez avoir un réseau intéressant d'utilisateurs. Vous devez avoir aussi des équipements qui vont vous ajouter une couche de sécurité. Ils vont faire en sorte que vous allez configurer solidement votre réseau pour empêcher les intrusions. Parce que dans le réseau, le piège, c'est qu'on se focalise trop sur le réseau, que l'Internet passe ou bien la communication passe. On oublie de sécuriser les choses. Et si vous ne sécurisez pas, n'importe qui peut faire l'accès et détruire votre système. D'où il faut aller vers un système qui vous permet de mieux sécuriser les entrées. Et parmi ces systèmes, vous avez le cas, par exemple, des routeurs Cisco, des routeurs Dell. Ce sont des routeurs qui ne coûtent pas souvent, mais bon, dans les contextes de la RDC, c'est un peu coûteux, mais ce qui vous donne euh, un ensemble de fonctionnalités intéressantes euh, pour protéger votre routeur et pour bien configurer votre routeur. Donc, MikroTik, moi, je le vois beaucoup plus pour ces deux raisons-là, les prix et ainsi que les types de connexions qu'on a au Congo. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais prof, si avec votre expérience, est-ce que le fait de maîtriser la configuration Cisco, ça vous permet aussi de configurer facilement les autres types de routeurs, ou bien ça donne un frein, il faut s'adapter et tout. Ça vous permet, oui, parce que quand vous configurez avec Cisco, ça vous donne vraiment une large audience déjà. Parce que quand vous tombez avec les multinationales qui s'installent au Katanga, les miniers, tout ça, beaucoup viennent des États-Unis, de la Chine, ils viennent soit avec Huawei qui les accompagne, ou bien ils viennent avec leur matériel Dell ou Cisco. Donc, ayant appris Cisco, vous êtes déjà bien positionné pour tout ce qui est offre d'emploi. Deuxièmement, ça permet aussi de s'adapter rapidement à chaque version de système d'exploitation de chaque matériel. Parce que chaque entreprise veut que son système soit utilisé. Cisco veut que son système soit utilisé. Dell veut que son système. MikroTik, pareil. D'accord? Tout le monde veut que son système soit utilisé. Donc, c'est pour cela que vous trouverez toujours des petites différences. Maintenant, MikroTik et les autres sont beaucoup plus des modèles orientés interface graphique. OK? Donc, la configuration, c'est comme un formulaire que vous remplissez, vous sélectionnez des paramètres. Donc, côté manuel, vous travaillez moins en mode de commande. Cisco vous donne, si vous voulez faire grand chose, 90%, vous avez la possibilité en mode de commande. Mais si vous voulez juste aller vers l'essentiel, les 10%, vous pouvez aller vers l'interface graphique pour certains modèles de routeurs, pas tous les routeurs, pour certains routeurs. D'accord, vous pouvez aller en mode graphique. Donc,
Je pense que connaître Cisco vous donne la possibilité de maîtriser n'importe quel système, que ce soit Huawei. Et d'ailleurs, quand vous maîtrisez Cisco, vous travaillez avec Huawei, vous allez juste faire le parallélisme. Ah, ici, comment on déclare le protocole RIP. Ah, voilà comment on le fait. Ah, ici, comment on visualise la table de routage. Voilà. Certaines commandes, par exemple, Dell et Cisco sont presque pareilles, mais il y a quelques autres commandes un peu de différence. Donc, connaître Cisco peut vous faire gagner 70% de temps lorsque vous apprenez à configurer le routeur ou le switch Dell. Ouais. Donc, ça vous fait énormément gagner du temps, peut-être 60% pour le cas de Huawei. Donc, vous donne déjà 60% et le reste, c'est soit des commandes propres à Huawei que vous devez connaître par rapport à sa machine. OK, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc s'il n'y a pas de questions,